Le vent hurlait dans les rues de Paris, comme s'il voulait arracher les secrets des âmes. Antoine Delacroix, silhouette solitaire dans son appartement haussmannien, fixait la pluie qui ruisselait sur les vitres. Il venait de renvoyer la 10e nounou en 3 mois, et son cœur se serrait à l'idée que son fils, Léo, dormait seul à l'étage, sans comprendre pourquoi personne ne restait. Antoine n'était pas un homme cruel. À 38 ans, il portait le poids d'un empire financier bâti de ses mains, mais aussi celui d'un deuil qui ne s'effaçait pas. 6 ans plus tôt, son mari, Julien, avait disparu dans un accident de voiture, laissant derrière lui un vide que ni l'argent ni le succès ne pouvaient combler. Léo, alors âgé de 2 ans, était devenu le seul phare dans la tempête d'Antoine. Mais être père célibataire, gai et milliardaire dans une société qui scrutait chacun de ses gestes était un combat qu'il n'avait pas anticipé. Les nounous qu'il engageait, toutes qualifiées, toutes irréprochables sur le papier, finissaient par craquer sous la pression de son monde. Trop de regards, trop d'attentes, trop de solitude. Ce soir-là, dans le silence oppressant de son bureau, Antoine feuilletait les candidatures pour une nouvelle nounou. Les profils se ressemblaient, des femmes expérimentées, des recommandations impeccables, mais aucune ne semblait capable de comprendre Léo. Son fils, avec ses boucles blondes et son rire comme un éclat de soleil, avait un cœur fragile, marqué par l'absence de Julien. Il avait besoin de quelqu'un qui voit au-delà des caprices d'un enfant gâté, quelqu'un qui comprenne que Léo testait chaque nounou pour savoir s'il pouvait leur faire confiance. Antoine soupira, froissant un CV entre ses doigts. « Encore une qui partira en pleurant dans une semaine », murmura-t-il. Mais au fond de la pile, un dossier attira son attention. Pas de photo glamour, pas de lettre de motivation ronflante. Juste un nom, Étienne Moreau. Un homme. 32 ans, ancien éducateur spécialisé, ayant travaillé avec des enfants en difficulté. Pas de référence de famille huppée, mais une phrase manuscrite. Je crois que chaque enfant mérite qu'on l'écoute, pas qu'on le corrige. Quelque chose dans ces mots toucha Antoine. Peut-être était-ce l'épuisement, ou peut-être un instinct qu'il ne s'expliquait pas. Il décrocha son téléphone et composa le numéro d'Étienne. Le lendemain matin, Étienne se tenait devant l'immeuble d'Antoine, au cœur du 7e arrondissement. Les façades élégantes de la rue de Grenelle semblaient le juger, lui, avec son jean usé et son sac à dos élimé. Il n'avait rien à faire dans ce monde de luxe, et pourtant, il était là. Étienne avait grandi dans une petite ville de Provence, loin des ors parisiens. Fils d'un boulanger et d'une institutrice, il avait appris à lire les émotions des enfants avant même de savoir lire un livre. Son homosexualité, découverte à l'adolescence, avait été un chemin semé d'embûches, mais il en avait fait une force, une empathie qui le rendait unique dans son travail. Léo l'accueillit avec un regard méfiant, perché sur le grand escalier de marbre. « T'es qui, toi » lança-t-il, les bras croisés. Étienne sourit, s'accroupissant à sa hauteur. « Je m'appelle Étienne. Et toi, tu dois être le patron de cette maison, non » Léo plissa les yeux, déconcerté par cette réponse. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sut quoi répliquer. Antoine observait la scène depuis le couloir, les bras croisés, son regard d'acier scrutant chaque geste d'Étienne. Il avait vu trop de nounous promettre monts et merveilles avant de s'effondrer face aux colères de Léo. Mais il y avait quelque chose de différent dans cet homme. Une sincérité brute, une absence de prétention qui contrastait avec les candidates précédentes. Étienne ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. Les jours suivants, Étienne s'installa dans la routine de la maison de la Croix. Il emmena Léo au jardin des Tuileries, où ils firent voler un cerf-volant, riant sous le ciel gris de l'automne. Il écouta les silences de l'enfant, ses questions sur son père disparu, ses peurs qu'Antoine ne l'aime pas assez pour rester. Étienne ne donnait pas de réponse toute faite. Il posait des questions, laissait Léo trouver ses propres mots. Et, peu à peu, le garçon commença à s'ouvrir. Mais Antoine restait distant. Il observait Étienne avec suspicion, comme s'il attendait le moment où il échouerait. Pourtant, chaque soir, quand il rentrait de ses réunions interminables, il trouvait Léo plus calme, plus heureux. Une nuit, alors qu'il passait devant la chambre de son fils, il entendit Étienne raconter une histoire, sa voix chaude et apaisante. Antoine s'arrêta, le cœur serré. Depuis combien de temps n'avait-il pas pris le temps de faire cela lui-même? Les semaines passèrent,
et Étienne devint une présence incontournable. Mais le monde d'Antoine était loin d'être simple. Les médias, toujours à l'affût, commencèrent à s'intéresser à cet inconnu qui vivait sous son toit. Les rumeurs enflaient. Qui était cet homme? Un opportuniste? Un amant caché? Antoine, habitué à protéger sa vie privée, sentit la pression monter. Il ne pouvait se permettre un scandale, pas pour lui, mais pour Léo. Un soir, alors que la pluie battait à nouveau les fenêtres, Antoine convoqua Étienne dans son bureau. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il, la voix tranchante. « Vous n'avez rien à gagner ici. Vous savez ce que les gens disent, ce qu'ils pensent de moi, de nous. » Étienne soutint son regard, sans ciller. « Je suis ici pour Léo. Pas pour l'argent, pas pour la gloire. Et si les gens parlent, qu'ils parlent. Ce n'est pas à eux de décider ce qui est vrai. » Ces mots frappèrent Antoine comme une gifle. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vu, non pas comme un milliardaire ou un père en deuil, mais comme un homme. Un homme qui avait peur, qui doutait, qui voulait désespérément protéger son fils. Et dans les yeux d'Étienne, il vit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis Julien. Une possibilité. Mais cette possibilité était terrifiante. Antoine avait bâti des murs autour de son cœur, et Étienne, sans le vouloir, commençait à les fissurer. Ce qu'il ignorait, c'était que ces fissures allaient bientôt tout changer, pour lui, pour Léo, et pour l'homme qui se tenait devant lui, prêt à affronter un monde qui ne pardonnait pas facilement. L'automne parisien s'installait, drapant les rues d'un voile de feuilles mortes et de brume. Dans l'appartement d'Antoine, une tension nouvelle flottait, comme un parfum qu'on ne peut ignorer. Étienne avait bouleversé l'équilibre fragile de la maison, et Antoine ne savait s'il devait s'en réjouir ou s'en méfier. Léo, lui, semblait renaître. Ses crises de colère, si fréquentes avec les nounous précédentes, s'espaçaient. Un matin, alors qu'Antoine descendait pour le petit déjeuner, il trouva son fils attablé, un sourire éclatant sur le visage, en train de dessiner avec Étienne. « Papa, regarde. Étienne m'a appris à dessiner la tour Eiffel » s'exclama Léo, brandissant une feuille où s'élevait une tour bancale mais pleine de charme. Antoine sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine. Quand avait-il vu Léo aussi insouciant? Mais cette joie était fragile. Les murmures extérieurs s'amplifiaient. Un tabloïd avait publié un article insinuant qu'Antoine, le milliardaire gay, avait engagé un mystérieux jeune homme pour des raisons douteuses. Les réseaux sociaux s'enflammaient, et Antoine, habitué à ignorer les ragots, sentait la colère monter. Il n'avait jamais caché son homosexualité, mais il refusait que Léo devienne une cible collatérale de la curiosité malsaine du public. Un soir, après avoir couché Léo, Antoine trouva Étienne dans la cuisine, en train de préparer un thé. « Vous avez vu ce qu'ils écrivent » lança Antoine, jetant son téléphone sur la table, l'écran affichant un article venimeux. Étienne leva les yeux, calme mais sérieux. « Oui. Et alors ? Ce ne sont que des mots. Ils ne savent rien de nous. »« De nous ?» répéta Antoine, un sourcil levé. Le mot avait glissé, chargé d'une intimité qu'aucun des deux n'avait encore osé nommer. Étienne rougit légèrement, mais ne se démonta pas de vous, de Léo, de moi. De cette maison. Ils inventent des histoires parce qu'ils ne comprennent pas. Antoine s'assit, épuisé. Vous ne savez pas ce que c'est, Étienne. Ce monde, il dévore tout ce qui est pur. J'ai déjà perdu Julien. Je ne laisserai pas Léo être broyé par leur jugement. Sa voix trembla, et il détourna le regard, gêné par sa propre vulnérabilité. Étienne posa sa tasse et s'approcha. « Vous n'êtes pas seul, Antoine. Léo a besoin de vous, pas d'un rempart. Et si je peux aider, même un peu, je le ferai. » Il y avait une force tranquille dans ces mots, une promesse qui fit vaciller Antoine. Mais il se referma, comme toujours. « Vous êtes là pour Léo, pas pour moi, » dit-il froidement avant de quitter la pièce. Pourtant, les jours suivants, Antoine ne pouvait s'empêcher d'observer Étienne. Il remarquait les détails, la façon dont il plissait les yeux en riant, sa patience infinie face aux questions incessantes de Léo, son habitude de fredonner des chansons des années 80 en pliant le linge. Ces petites choses, si ordinaires, prenaient une place inattendue dans son esprit. Et cela l'effrayait. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient tous les trois au bord de la Seine, Léo courut devant,
poursuivant un pigeon. Étienne et Antoine marchaient côte à côte, dans un silence confortable. « Vous savez, dit soudain Étienne, quand j'étais petit, mon père m'emmenait pêcher sur la Durance. Il ne parlait pas beaucoup, mais ces moments il comptait. Léo a besoin de ça avec vous. » Antoine s'arrêta, les mains dans les poches. « Je ne sais plus comment faire. Depuis Julien, j'ai peur de ne pas être assez. » Sa voix était un murmure, presque avalé par le bruit des vaguelettes contre les quais. Étienne le regarda, ses yeux bruns pleins de compassion. « Vous êtes assez, Antoine. Vous l'êtes toujours été. » Léo le sait, même s'il ne le dit pas, pour la première fois, Antoine ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Étienne, une vérité brute qui le désarmait. Mais ce moment fut interrompu par un cri. Léo, à quelques mètres, venait de trébucher et s'était écorché le genou. Étienne fut le premier à réagir, s'agenouillant pour consoler l'enfant, tandis qu'Antoine restait figé, le cœur battant. Il se rendit compte, à cet instant, qu'il enviait la facilité avec laquelle Étienne connectait avec Léo. Et, plus troublant encore, il enviait la place qu'Étienne prenait dans leur vie. Ce soir-là, un événement inattendu secoua la maison. Une lettre anonyme glissa sous la porte, écrite en lettres majuscules. « Votre nounou n'est pas celui qu'il prétend être. » Antoine la lut, le visage blême, avant de confronter Étienne. « Expliquez-moi ça, » dit-il en lui tendant la lettre, la voix tremblante de colère et de peur. Étienne fronça les sourcils, lisant les mots avec incrédulité. « Je n'ai rien à cacher, Antoine. Je suis qui je suis. Vous voulez vérifier? Fouillez mon passé. Vous ne trouverez rien. » Mais son ton, habituellement si calme, portait une pointe de douleur. Antoine hésita. Une partie de lui voulait croire Étienne, mais les blessures du passé, la perte, les trahisons rendaient la confiance difficile. « Je ne peux pas prendre de risques. Pas avec Léo. » Étienne hocha la tête, le regard blessé. « Je comprends. Mais si vous me renvoyez, ce ne sera pas à cause de cette lettre. Ce sera parce que vous avez peur de ce que vous ressentez. » Ces mots laissèrent Antoine sans voix. Étienne tourna les talons, le laissant seul avec ses doutes et une lettre qui semblait tout remettre en question. La nuit s'annonçait longue et le milliardaire, pour la première fois depuis des années, se demanda s'il était prêt à ouvrir son cœur à nouveau. La lettre anonyme reposait sur le bureau d'Antoine comme une bombe à retardement. Chaque mot semblait le narguer, semant le doute dans un esprit déjà tourmenté. Était-il possible qu'Étienne, cet homme qui avait ramené la lumière dans les yeux de Léo, cache un secret? Antoine passa la nuit à arpenter son bureau, incapable de dormir. Il avait engagé une agence pour enquêter sur Étienne dès le lendemain matin, mais une partie de lui redoutait ce qu'il pourrait découvrir. Et s'il s'était trompé? Et si Étienne était exactement ce qu'il prétendait être? Un homme simple, sincère, dévoué à Léo? Pourtant, la peur d'être manipulé, de mettre son fils en danger, l'emportait sur tout le reste. Le lendemain, Étienne agissait comme si de rien n'était. Il emmena Léo à une exposition sur les dinosaures au Muséum national d'histoire naturelle, et les rires du garçon résonnaient dans l'appartement lorsqu'ils rentrèrent. Antoine, les observant depuis le salon, sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Comment pouvait-il douter d'un homme qui rendait son fils si heureux? Mais la lettre continuait de le hanter. Il décida de confronter Étienne une nouvelle fois, cette fois plus calmement. « Parlez-moi de votre passé, » dit-il un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la bibliothèque. Étienne, qui feuilletait un livre pour Léo, leva les yeux, surpris. « Mon passé? Il n'a rien d'extraordinaire. J'ai grandi en Provence, j'ai travaillé avec des enfants en foyer, puis ici, à Paris, comme éducateur. Et pourquoi avoir tout quitté pour devenir nounou? » insista Antoine, son ton plus tranchant qu'il ne l'aurait voulu. Étienne referma le livre, son regard sérieux. « Parce que j'en avais assez des systèmes. Les foyers, les écoles, ils veulent des solutions rapides, pas des liens durables. Je voulais aider un enfant, un seul, de toutes mes forces. » Antoine voulait le croire, mais les mots de la lettre tournaient dans son esprit. « Et s'il y avait quelque chose que vous ne me dites pas ?» Étienne soupira, un mélange de frustration et de tristesse dans les yeux. « Si vous ne me faites pas confiance, Antoine, pourquoi suis-je encore ici ?» La question resta suspendue, sans réponse.
Antoine détourna le regard, incapable d'admettre qu'il avait peur, non pas d'Étienne, mais de ce qu'il ressentait pour lui. Chaque regard, chaque sourire d'Étienne creusait un peu plus les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Quelques jours plus tard, l'agence d'investigation rendit son rapport. Étienne Moreau n'avait rien à cacher. Pas de casier judiciaire, pas de dette, pas de secrets enfouis. Juste un homme qui avait consacré sa vie à aider les autres, souvent au détriment de la sienne. Antoine lut le rapport, un mélange de soulagement et de honte l'envahissant. Il avait douté d'Étienne pour rien. Il trouva Étienne dans le jardin, en train d'apprendre à Léo à planter des bulbes de tulipes. « Étienne, je suis désolé, » dit-il, la voix rauque. Étienne se redressa, essuyant la terre de ses mains. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste pour Léo. Je ne vous en veux pas. » Mais Antoine secoua la tête. « Ce n'est pas seulement pour Léo. J'ai eu peur de vous, de ce que vous représentez. » Étienne fronça les sourcils, intrigué. « Et je représente quoi, exactement ?» Antoine hésita, les mots coincés dans sa gorge. « Une chance. Une chance que je ne mérite peut-être pas. » Il y eut un silence, lourd et chargé d'émotion. Puis Étienne sourit, un sourire doux qui semblait tout pardonner. « Tout le monde mérite une chance, Antoine. Même vous. » Ce moment marqua un tournant. Antoine commença à baisser sa garde, laissant Étienne entrer dans leur vie d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ils partagèrent des dîners, des rires, des soirées à regarder Léo jouer. Mais avec cette proximité vinrent de nouvelles tensions. Les sentiments d'Antoine pour Étienne grandissaient, et il luttait pour les réprimer. Il ne pouvait pas se permettre de tomber amoureux, pas après tout ce qu'il avait perdu. Pourtant, le destin avait d'autres plans. Une nuit, alors qu'une tempête faisait rage dehors, Léo fit un cauchemar. Antoine le trouva en pleurs dans sa chambre, appelant son père disparu. Étienne était déjà là, tenant Léo dans ses bras, murmurant des mots apaisants. Antoine s'approcha, et leurs regards se croisèrent au-dessus de la tête de l'enfant. À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Il tendit la main, effleurant celle d'Étienne, et pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant. Mais le lendemain matin, une nouvelle lettre anonyme arriva. Cette fois, les mots étaient plus menaçants. « Vous ne pouvez pas fuir votre passé. » Antoine sentit son sang se glacer. Qui était derrière ces messages? Et pourquoi semblait-il viser non seulement Étienne, mais aussi le fragile espoir qu'Antoine commençait à nourrir? La deuxième lettre changea tout. Antoine, qui avait commencé à s'ouvrir, se referma comme une huître. Il rangea la lettre dans un tiroir, mais son ombre pesait sur chaque instant. Était-ce une vengeance du passé? Un rival en affaires? Ou pire, quelqu'un qui connaissait ses blessures les plus profondes? Étienne, de son côté, refusait de se laisser intimider. Ce n'est qu'une lettre, Antoine. Des mots sur du papier. Ça ne change rien à ce qu'on construit ici. Mais Antoine n'était pas convaincu. Il engagea un détective privé pour enquêter sur l'origine des lettres, tout en gardant ses distances avec Étienne. Il ne pouvait pas se permettre de laisser ses émotions prendre le dessus, pas maintenant. Léo, inconscient des tensions, continuait de s'épanouir sous l'attention d'Étienne. Un après-midi, ils construisirent un château de sable géant dans une aire de jeu près de la Seine. Antoine, qui les observait de loin, sentit une pointe de jalousie. Pas envers Léo, mais envers la facilité avec laquelle Étienne semblait naviguer dans leur monde. Lui, Antoine, se sentait toujours comme un étranger dans sa propre vie. Ce soir-là, alors qu'Étienne lisait une histoire à Léo, Antoine s'approcha timidement. « Je peux » demanda-t-il, s'asseyant au bord du lit. Léo, surpris mais ravi, se blottit contre lui. Étienne lui tendit le livre avec un sourire. « À votre tour, patron. » Antoine lut, sa voix tremblante au début, mais gagnant en assurance à mesure que Léo riait aux éclats. Après que Léo se fut endormi, Étienne et Antoine restèrent dans la chambre, dans un silence chargé. « Vous êtes un bon père, vous savez, » dit Étienne doucement. Antoine secoua la tête. « Je ne le suis pas. Je passe mon temps à avoir peur de tout gâcher. » Étienne posa une main sur son bras, un geste simple mais électrisant. « Avoir peur, c'est la preuve que vous tenez à lui. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il voulait parler, dire quelque chose,
mais les mots lui manquaient. Il se contenta de hocher la tête, incapable de soutenir le regard d'Étienne. Les jours suivants, les lettres continuèrent d'arriver, chacune plus inquiétante que la précédente. « Vous ne pouvez pas le garder. » Il ne vous appartit pas. Antoine, rongé par l'angoisse, renforça la sécurité autour de l'appartement. Il interdit à Léo de sortir sans escorte, aux grandes dames de l'enfant, qui ne comprenait pas pourquoi son monde rétrécissait soudainement. Étienne, lui, refusait de céder à la peur. « Si vous laissez ces lettres contrôler votre vie, elles ont déjà gagné, » dit-il un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin dans le salon. Antoine, les yeux fixés sur les flammes de la cheminée, murmura « Et si elles disent la vérité? Et si je ne suis pas fait pour ça pour Léo, pour vous ?» Étienne posa son verre, son regard intense. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, Antoine. Et Léo a besoin de vous, pas d'un milliardaire parfait. Juste de vous. » Ces mots, simples mais puissants, firent vaciller Antoine. Pour la première fois, il envisagea la possibilité de ne pas fuir. Mais le lendemain, le détective appela. Il avait une piste. Les lettres semblaient venir de quelqu'un lié au passé d'Antoine, quelqu'un qui connaissait Julien. Antoine sentit son estomac se nouer. Était-ce possible que le passé qu'il avait tenté d'enterrer revienne le hanter? Il devait savoir, mais il craignait que la vérité ne détruise tout ce qu'il commençait à reconstruire. Le détective révéla un nom, Claire Beaumont. Une ancienne amie de Julien, une femme qu'Antoine n'avait pas vue depuis l'enterrement. Claire avait été proche de Julien, presque comme une sœur, mais après l'accident, elle avait disparu. Pourquoi ressurgissait-elle maintenant, et pourquoi avec tant de haine? Antoine passa des heures à fouiller ses souvenirs. Claire avait toujours été intense, passionnée par Julien, mais elle avait semblé accepter leur relation. Était-il possible qu'elle ait nourri une rancune cachée? Ou était-ce autre chose, quelque chose de plus sombre? Il décida de la confronter, mais d'abord, il devait protéger Léo. Il confia ses craintes à Étienne, qui écouta sans l'interrompre. « Si c'est elle, elle doit avoir une raison, » dit Étienne. « Peut-être qu'elle souffre autant que vous. » Antoine serra les poings. « Elle n'a pas le droit de s'en prendre à ma famille. » Étienne haussa un sourcil. « Votre famille. » Antoine rougit, réalisant ce qu'il venait de dire. Mais il ne se rétracta pas. Pour la première fois, il voyait Étienne comme plus qu'un employé, plus qu'un ami. Il faisait partie de leur vie, et cette pensée le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. Antoine retrouva Claire dans un café discret du Marais. Elle était plus maigre que dans ses souvenirs, les traits tirés, les yeux rougis. « Pourquoi, Claire ?» demanda-t-il sans préambule, posant les lettres sur la table. Elle tressaillit, mais ne nia pas. « Tu ne comprends pas, Antoine. Tu as tout pris. Julien, Léo, tout. »« Pris ?» répéta Antoine, incrédule. « Julien était mon mari. Léo est mon fils. » Claire éclata en sanglots. « Julien voulait que je sois la mère de Léo. Il me l'avait promis avant l'accident. » Antoine sentit son monde vaciller. Julien avait envisagé une mère porteuse avec Claire, un projet dont il n'avait jamais parlé. Était-ce vrai? Ou était-ce le délire d'une femme brisée par le chagrin? Il quitta le café, la tête en feu, incapable de démêler la vérité du mensonge. De retour chez lui, il trouva Étienne et Léo en train de jouer aux échecs. Léo, concentré, riait en déplaçant ses pièces. Antoine les observa, le cœur lourd. Il ne pouvait pas perdre ça. Pas encore. Il prit Étienne à part et lui raconta tout. « Je ne sais plus qui croire, » avoua-t-il. Étienne posa une main sur son épaule. « Croyez en Léo. Croyez en vous. Le reste, on le découvrira ensemble. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, firent tomber les dernières défenses d'Antoine. Il attrapa la main d'Étienne, la serra fort, et pour la première fois, il ne la lâcha pas. Les semaines suivantes furent un mélange de lumière et d'ombre. Antoine et Étienne se rapprochaient, leurs gestes devenant plus naturels, leurs regards plus longs. Léo, sentant ce changement, semblait plus heureux que jamais. Mais l'ombre de Claire planait toujours. Les lettres avaient cessé, mais Antoine savait que ce n'était pas fini. Il engagea un avocat pour enquêter sur les affirmations de Claire.
Les documents confirmèrent qu'elle avait été en discussion avec Julien pour être mère porteuse, mais aucun contrat n'avait été signé. Antoine se sentit à la fois soulagé et coupable. Claire avait perdu Julien, tout comme lui, mais elle n'avait rien pour combler ce vide. Un soir, alors qu'Antoine et Étienne partageaient un dîner tardif, Léo descendit en pyjama, un dessin à la main. « C'est nous trois », dit-il fièrement, montrant une image d'eux dans un parc, main dans la main. Antoine sentit les larmes monter. « C'est magnifique, mon trésor », murmura-t-il, serrant Léo contre lui. Étienne, ému, ajouta « On dirait une vraie famille ». Ces mots, si simples, firent battre le cœur d'Antoine. Il savait qu'il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait. Mais avant de pouvoir avancer, il devait régler le passé. Antoine retrouva Claire une dernière fois. Cette fois, il l'écouta. Elle parla de son chagrin, de sa solitude, de sa colère mal placée. « Je ne voulais pas te faire du mal, » dit-elle, les yeux baissés. « Je voulais juste une place dans la vie de Léo. » Antoine, contre toute attente, ressentit de la compassion. « Léo a une famille, » dit-il doucement. « Mais tu peux faire partie de sa vie, si tu le veux vraiment. Pas comme une ennemie, mais comme une amie. » Claire pleura, mais cette fois, c'était un soulagement. Ils convinrent qu'elle pourrait voir Léo, à condition qu'elle respecte leur famille. De retour chez lui, Antoine trouva Étienne dans le salon, lisant. Il s'assit à côté de lui, le cœur battant. « Étienne, je ne veux plus avoir peur. » Étienne tourna la tête, un sourire timide aux lèvres. « Alors, ne l'est plus. » Ils s'embrassèrent, timidement d'abord, puis avec une passion qui semblait libérée des années de solitude. Léo, réveillé par un bruit, les surprit et éclata de rire. « Vous êtes amoureux » demanda-t-il, les yeux brillants. Antoine rougit, mais Étienne répondit en riant « Peut-être bien, petit patron. » Le printemps arriva, apportant avec lui une douceur nouvelle. Antoine, Étienne et Léo formaient désormais une famille, imparfaite mais réelle. Les médias, après un bref scandale, s'étaient lassés. La vie reprenait, plus légère, plus lumineuse. Antoine commença à déléguer davantage ses responsabilités professionnelles, passant plus de temps avec Léo et Étienne. Ils partaient en week-end à Deauville, construisaient des cabanes dans le jardin, riaient ensemble. Claire, fidèle à sa promesse, devint une figure bienveillante dans la vie de Léo, une tante de cœur qui apportait des gâteaux et des histoires. Mais Antoine savait que la route n'était pas finie. Il avait encore des blessures à panser, des peurs à surmonter. Étienne, avec sa patience infinie, l'aidait à chaque pas. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, Antoine murmura « Je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau. » Étienne lui prit la main. « L'amour, c'est comme Léo. Ça ne demande pas la perfection, juste du courage. » Antoine sourit, le cœur léger. Pour la première fois, il se sentit entier. Un an plus tard, Antoine, Étienne et Léo se tenaient dans le jardin des Tuileries, là où tout avait commencé. Léo courait avec son cerf-volant, riant sous le soleil d'été. Antoine, le bras autour des épaules d'Étienne, regardait son fils avec une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ils avaient traversé des tempêtes, les lettres, les doutes, les fantômes du passé, mais ils en étaient sortis plus forts. Antoine avait appris à faire confiance, à aimer, à être père non pas par devoir, mais par envie. Étienne, avec son cœur immense, avait montré à Léo qu'une famille pouvait être plus qu'un nom sur un papier. Elle était un choix, un engagement, un amour qui défiait les jugements. Alors que le cerf-volant s'élevait dans le ciel, Léo se retourna et courut vers eux. « Papa, Étienne, regardez comme il vole haut. » Antoine et Étienne échangèrent un regard, complice. « Comme nous, mon trésor, » dit Antoine, en serrant la main d'Étienne. « Comme nous. » Et sous le ciel de Paris, ils savaient qu'ils avaient trouvé ce qui comptait vraiment. Un foyer, un amour, une vie à trois.